Bonjour Nicolas Dufourc. Bonjour. Vous êtes le directeur général de BPI France, autrement dit de la Banque publique d'investissement. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview. Je présente votre livre qui s'intitule La dette sociale de la France 1974-2024, paru en automne dernier aux éditions... Je le montre bien, voilà, pour la caméra. Paru aux éditions Odile Jacob. C'est un livre qui retrace l'histoire de la dette française, qui essaye de l'expliquer sur les différentes périodes politiques, et avec également des entretiens que vous avez réalisés avec des responsables politiques, des anciens présidents de la République, des anciens premiers ministres, et puis également des syndicalistes. Avant de rentrer dans les questions d'actualité, peut-être un mot sur le rôle de BPI France pour notre économie. BPI France, banque des entrepreneurs, de 7 à 77 ans, j'ai envie de dire, donc toute l'économie française. Tous ceux qui ont décidé de faire un pas de côté pour créer leur entreprise, tous ceux qui sont les successeurs de dynasties familiales, le monde de la PME, le monde de l'ETI, le monde de la grande entreprise, l'économie française. Donc on déploie à peu près 65 milliards d'euros par an. Voilà, donc grand financeur de l'économie française. Une question sur l'industrie, Nicolas Dufourc, car les chiffres viennent de tomber pour l'année 2025. Il y a plus maintenant de fermetures d'usines que de création d'entreprises industrielles, notamment dans le secteur automobile. Est-ce que la France est en train de retomber dans une vague de désindustrialisation ? On n'est pas reparti sur un toboggan comme ceux qu'on avait vécu et dont j'ai fait l'histoire dans un livre précédent, Mais c'est sûr que l'industrie, c'est difficile. Donc c'est vraiment, vis-à-vis de nos concurrents mondiaux qui sont extrêmement puissants, une guerre d'attrition. Et donc on renouvelle le tissu des entreprises industrielles françaises. Les entrepreneurs le font, et nous le finançons, nous la BPI, avec tous nos partenaires financiers, à un rythme qui est un rythme peut-être encore insuffisant, en effet. Une partie de l'industrie qui ne s'est pas forcément modernisée, qui est restée sur des produits qui sont des produits ultra concurrencés par nos concurrents asiatiques, effectivement tombe. Mais à la place viennent d'autres usines qui sont celles que nous finançons, qui sont ultra productives, ultra technologiques, des salles blanches, qui n'ont absolument rien à voir avec l'industrie qu'on connaissait par le passé, dans une proportion qui est légèrement inférieure aux usines qui ferment, de quelques dizaines. Donc il y a encore un coup d'accélérateur à donner dans cette transition. Oui. Parlons du budget, Nicolas Dufourc, puisque le Parlement a adopté enfin cette semaine le projet de loi de finances 2026, un budget de compromis entre le gouvernement et notamment les socialistes, avec un déficit annoncé pour l'an prochain de 5% du PIB. Est-ce que c'est un bon budget ? Alors, c'est vraiment pas mon rôle de commenter le budget en tant que directeur général de la BPI. Ce que je peux simplement dire, c'est que c'est un budget en grand déficit, comme l'année dernière, comme l'année d'avant, comme l'année d'avant. Voilà. Et donc, transition vers le bouquin, d'une certaine manière, c'est que la machine à produire du déficit budgétaire, qui est en fait un déficit social française, tourne à plein depuis très longtemps. Et personne n'a pu l'arrêter. On va en parler de cette dette sociale grandissante de la France. Est-ce que ça aurait eu des conséquences plus négatives de ne pas avoir eu de budget voté et d'avoir une loi spéciale qui fait tourner le pays pour l'économie ? Écoutez, j'en sais rien. Je ne sais pas le dire. Je crois que personne ne le sait. Ce qu'on peut constater, c'est que nos voisins espagnols du Sud, ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas de budget. Et ils sont à 3% de croissance. Donc, et ils baissent leur déficit. Comment ? Et ils baissent aussi ils baissent leur déficit, puisqu'il y a un certain nombre de crédits qui sont gelés, inévitablement. Et après tout, c'est peut-être une recette pour l'amaigrissement de l'État. Non, la réalité, c'est que dans le contexte constitutionnel, juridique, des finances publiques françaises, on ne sait pas bien répondre à votre question. Dans ce budget, il y a une hausse de l'impôt sur les sociétés pour les grands groupes qui ont fait des bénéfices, plus 7,3 milliards d'euros. Est-ce que ça peut freiner notre économie ? Oui, et les investissements. Freiner notre économie, bien entendu. La taxation sur la valeur ajoutée industrielle française, elle est pratiquement du double de ce qu'elle est en Allemagne. Donc il faut juste avoir en tête que les impôts, plus il y en a, moins il y a d'investissement dans les machines et dans les robots. C'est simple, dans les entreprises industrielles en tout cas. Voilà. Donc les grandes entreprises peuvent parfaitement faire ce genre de geste une fois, 2 fois, à condition que, dans le même temps, on s'attaque à la fameuse machine folle dont je fais l'histoire dans mon livre. Mais si on ne s'y attaque pas, c'est un coup d'épée dans l'eau et elles le prennent par conséquent extrêmement mal. On va parler de cette folle machine de la dette française que vous analysez dans votre livre. Une dette qui est surtout liée finalement à notre sécurité sociale. 60% de la dette publique et de la dette sociale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a un beau modèle social protecteur,
mais on n'arrive pas à le financer. Exactement, c'est un peu l'ange et la bête, vous savez, c'est-à-dire que notre modèle social, il est unique au monde, c'est le meilleur. Bon, voilà, il n'y a pas un pays qui protège autant ses concitoyens, qui a pris autant de décisions de solidarité, en réalité. Il n'y en a pas, hein. Donc on est au top. Mais en même temps, en PIB par tête, on glisse tout le temps. Et pourquoi ? Et tout simplement parce que 10% de ce modèle est financé par nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, dans l'espèce des eaux du déluge qui sont reportés à l'infini devant nous. Et ça, honnêtement, si j'utilise un adjectif vernaculaire, c'est moche, quoi. Moralement, c'est inadmissible. Comment on explique cette dérive ? Et donc, ce qui est l'ange peut devenir la bête. Il faut absolument qu'on règle ce problème. Il faut qu'on arrête d'endetter l'État-providence. On ne peut pas financer des prestations sociales, c'est-à-dire le revenu que vous recevez dans votre poche tous les mois pour payer vos factures d'électricité, d'eau et vos loyers, par la dette publique. C'est pas possible. On s'y est habitué, on s'en est même pas aperçu. C'est comme une petite drogue. Au début, il y avait une goutte, puis 2 gouttes, puis 3 gouttes, et puis ensuite des grosses seringues. Et c'est l'anesthésie totale, on s'en rend même pas compte. Donc je tire la sonnette d'alarme. Donc il y a une dépendance à la dépense publique de nos gouvernements depuis 50 ans ? Alors ça, c'est complètement clair. Mais il y a surtout une dépendance à l'idée de financer des prestations sociales, c'est-à-dire des revenus de transfert, par la dette. Nos anciens, ceux qui m'ont formé quand j'étais jeune, à 29 ans, pour eux, c'était sacrilège. C'est impensable. On ne finançait jamais des prestations sociales par de la dette. C'est comme une compagnie d'assurance. Vous êtes assuré, elle ne va pas s'endetter pour financer votre prime automobile quand vous avez un accident. Ça, c'est circulaire. Elle finance avec les cotisations qui ont été payées. Or, depuis 1974, petit à petit, jusqu'à aujourd'hui, 10% des prestations sociales financées par la dette, on s'y est habitué. Il y a cette phrase qui est intéressante dans votre livre, c'est une citation de Nicolas Sarkozy en 2007. Il est élu président de la République et il promet des réformes structurelles, quand même une forme de rigueur budgétaire. Et puis finalement, face à ses ministres, il refuse de désindexer les prestations sociales, de les baisser. Et il dit cette phrase, le peuple français est régicide. Oui. Est-ce que finalement il y a une peur du politique à faire certaines réformes qui expliquent cette dette croissante ? Incontestablement. C'est pour ça que, vous savez, quand la France a de graves problèmes, en général, tout le monde est responsable. Hein, c'est pas la peine de passer son temps à chercher des boucs émissaires. C'est que la société tout entière a fait un choix collectif, sans d'ailleurs trop s'en apercevoir, qui est un choix qui conduit au résultat auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Donc, la société française de 2007, très clairement, faisait passer à la classe politique le message qui est si vous touchez à la moindre chose de ce qu'on appelle le modèle social français, eh bien la sanction sera féroce. Peut-être aussi, est-ce parce qu'on ne leur a pas dit à ce moment-là que ce modèle social était financé par la dette ? C'est l'information qui manquait. Donc moi, mon rôle dans cette affaire, c'est de révéler ce secret de famille. Un secret de famille, c'est quelqu'un qui vous dit « Comment tu savais pas ?» Ben non, je savais pas, tu me l'as pas dit. Mais si, je te l'ai dit. Non, tu me l'as pas dit. Donc le secret de famille, c'est que les 3 derniers jours de chaque mois de retraite versée aux Français sont payés par nos arrière-petits-enfants. Est-ce que c'est pas aussi un échec de la politique de l'offre qui finalement est mise en place depuis 10 ans par François Hollande puis par Emmanuel Macron, c'est-à-dire baisser les impôts des entreprises pour essayer de relancer la croissance, mais au final vider les caisses publiques ? Non, pas du tout. Justement, ça, pas une conséquence ? Pas du tout. Ça, c'est vraiment le contresens analytique total. Pour financer l'État-providence qui croît de 4% par an, il faut normalement une économie qui croît de 2 à 2,5. Donc il faut soutenir l'économie, encourager les entrepreneurs, libérer les énergies. On appelle ça la politique de l'offre. Allez savoir pourquoi. En fait, cette politique fondamentale qui est l'économie c'est bien, il faut aider les entrepreneurs, elle remonte à 1983, au tournant de la rigueur. Donc ça fait maintenant 40 ans qu'on est dans cette politique-là. Sauf que, en réalité, c'est l'inverse. On n'en fait pas assez, puisqu'on ne croit que de 1 à 1,2%, alors que les entrepreneurs se battent les flancs avec une énergie phénoménale. Donc il faudra encore plus baisser les impôts des entreprises. Il faut, bien entendu qu'il faut baisser plus les impôts sur l'industrie en particulier, sinon nous ne serons jamais compétitifs. Hein. Et il faut poser la question du financement du modèle social sur le travail et donc sur l'entreprise. Et puis, il faut reconnaître que quand vous avez 53% des électeurs français adultes, donc des adultes, dont le revenu mensuel est un chèque qui est fait par l'État, 53%, vous êtes allé trop loin dans les grands équilibres de la société française. Voilà.
Et donc, aller chercher du côté de la responsabilité de la politique de l'offre, c'est le contresens total et c'est l'impasse intellectuelle. Alors on va parler des solutions que vous proposez. Vous avez publié une tribune récemment dans le Figaro où vous dites que la France est peut-être condamnée à 10 ans d'austérité pour ses finances publiques, mais c'est peut-être ça le risque. Si on va vers de l'austérité, on aura du mal à relancer de la croissance. C'est ce qu'on dit depuis 40 ans, pour ne pas faire l'austérité. Et ça va de mal en pis. Bon, voilà, donc ça marche pas, ça. Il y a un moment, c'est comme dans une famille, vous êtes endetté, vous remboursez, quoi. C'est tout, c'est du bon sens près de chez soi. Je pense que les Français peuvent comprendre, tous les Français ont la moitié du cerveau, vous savez, c'est la publicité du Crédit Agricole, le bon sens près de chez soi. Ils ont le pied sur terre. Puis ils ont l'autre moitié, qui est une moitié un peu religieuse, magique, où ils aimeraient continuer de croire à l'état infini. Donc vous pensez que le candidat à la présidentielle 2027 qui arrive devant les Français et qui va dire « je vous promets 10 ans d'austérité », il va être élu? Non, il n'y a pas d'offre politique possible aujourd'hui dans la structure de la société française pour cette lucidité-là. Mais moi, ce que je pense, c'est que si on dit la vérité aux Français et qu'on la dit simplement, sans pointer personne du doigt, parce qu'il n'y a aucun sujet moral dans cette affaire, il ne faut pas les culpabiliser, ça sert strictement à rien. Les gens ont piloté leur vie comme ils le devaient, il n'y a rien à dire. Hein. Mais si on leur dit un certain nombre de vérités cardinales comme ça, dont ils font ensuite leur miel pour construire leur vision du monde, je pense que la société française va commencer à demander à sa classe politique de régler le problème. Alors, selon vous, il faut plutôt baisser les impôts des entreprises, mais est-ce qu'il faut augmenter les forces fiscales des Français les plus aisés? Vous faites notamment une proposition qui est d'augmenter le reste à charge, le remboursement médical pour les Français les plus riches. Écoutez, l'État-providence, il engendre un certain nombre de... J'appelle ça des maladies auto-immunes. Hein. Il y en a une qui est la peur. C'est-à-dire, plus vous êtes protégé, plus vous avez peur de tout. C'est quand même terrible. Normalement, vous êtes protégé, vous devriez au contraire n'avoir peur de rien. C'est l'inverse malheureusement qui se passe un peu. La jalousie, qui est aussi une maladie auto-immune de l'État-providence. Hein. Vous avez aussi ce phénomène qui est qu'en fait, beaucoup de gens se disent, bon, bah, est-ce que je vais aller au bout de mes efforts potentiels personnels, quoi ? Et il faut dire que notre modèle, qui est absolument miraculeux et qu'il faut préserver, hein, qui est d'une immense beauté, j'ai toujours dit ça, hein, notamment dans la santé, où tout le monde est soigné de la même manière, quels que soient les revenus, c'est extraordinaire, hein, unique au monde, suppose que tous les individus français fassent le maximum d'efforts possibles dans leur vie, quoi. C'est-à-dire travail, créer de la valeur, etc. Bon, alors ensuite, comment est-ce qu'on peut régler le problème ? Les deux postes de dépenses, c'est la retraite et c'est la maladie. La retraite, il faut mettre un terme à la parenthèse qui a commencé en 1982 avec la retraite à 60 ans et il faut revenir à ce que les Français connaissaient de 1945 et 1982, la retraite à 65 ans. Ça, aujourd'hui, je vous donne un chiffre, vous avez 2,7 millions de Français qui sont retraités de moins de 65 ans. Ça représente 50 milliards d'euros par an. Voilà. La société française a décidé de dépenser 50 milliards d'euros par an pour permettre à des gens en bonne santé, qui sont en général des experts, fin de carrière, qui ont tout appris, qui sont parfaitement capables de rester connectés au monde du travail, d'entrer dans le monde du loisir. On ne peut plus se payer ça. Donc, il y a un problème aussi d'emploi des seniors et des entreprises qui ne veulent plus. Je suis totalement d'accord avec vous, c'est-à-dire que c'est trop facile aussi. Donc ça doit changer. Hein, c'est-à-dire que sortir les seniors à 59 ans, interdit. Alors, les comportements doivent changer. Hein. Donc à la BPI, typiquement, on a une politique très claire. Et à mon comité exécutif, j'ai des gens qui ont 66 ans. Hein. Bon. La maladie, c'est la question du reste à charge. C'est-à-dire que le point GPS que tout le monde s'est fixé, c'est remboursement à 100%. De tout. Notamment au travers du régime des affections longue durée des maladies chroniques, qui bénéficient aujourd'hui à 13 millions de Français et à peu près un demi-million de plus par an. Donc ça monte. Donc il faut rétablir du reste à charge, comme partout en Europe. Et là, donc les malades les plus riches soient moins remboursés. Et donc là, la question est réellement politique. Autant tout ce que je dis jusqu'ici, je pense, devrait être transpartisan. Mais quand on va vers les solutions, les questions politiques reviennent. Est-ce qu'on fait un reste à charge sous condition de ressources ? Dans mon livre, je prends parti, je dis que oui.
D'autres disent que non. Ça, c'est un vrai débat. Parce qu'on n'est plus dans un modèle contributif, je contribue et donc je suis remboursé. Là, c'est de la solidarité. On est déjà dans un modèle solidariste dans l'assurance maladie puisque les cotisations sont déplafonnées. Alors que les gens sont à peu près malades de la même manière, modulo la pénibilité des ouvriers. Donc c'est déjà ultra redistributif la maladie. Encore une fois, là aussi, toujours, je répète, la plus redistributive du monde. Puisque les gens, dans les autres pays européens, n'ont pas de cotisations déplafonnées. Mais il faut un effort supplémentaire de solidarité. Je pense que peut s'envisager un effort supplémentaire. En effet, la dépense maladie, c'est une dépense des personnes âgées. Donc les personnes âgées, c'est elles qui détiennent l'épargne française. Et donc, il n'y a pas d'autre moyen d'équilibrer la maladie, l'assurance maladie française, que d'aller puiser dans l'épargne des personnes âgées, sous condition de quantité d'épargne ou sous condition de ressources. Parlons du contexte international et des défis que l'économie française doit relever. Vous avez signé une autre tribune cette semaine. Décidément, vous signez beaucoup de tribunes. Cette tribune, elle est à l'initiative du commissaire européen Stéphane Séjourné, commissaire à la compétitivité, et elle demande d'instaurer une préférence européenne, un Buy European Act, dans nos achats stratégiques. Est-ce qu'il faut que l'économie européenne prenne un tournant véritablement protectionniste, c'est-à-dire, on ferme les boutiques? Alors, le mot protectionnisme est un mot un peu daté pour qualifier ce que la Chine fait et ce que les États-Unis font. En fait, ils défendent leurs intérêts en pilotant de manière extraordinairement puissante ce sur quoi ils se protègent, ce sur quoi ils s'ouvrent, ce sur quoi ils acceptent les investissements étrangers pour obtenir des transferts de technologie. C'est incroyablement plastique, et c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Donc je salue l'initiative du commissaire Séjourné à Bruxelles, consistant à faire pivoter, au fond, la doctrine politico-économique de la Commission, qui jusqu'ici était extrêmement libre-échangiste, dans un monde qui ne l'est plus. Voilà. Et en même temps, on a l'impression que Bruxelles, la Commission européenne, met un coup d'accélérateur sur les accords de libre-échange, que ce soit le Mercosur, il y a un accord assez important qui a été signé avec l'Inde, un accord avec l'Australie, la Malaisie, des accords qui sont en préparation. Finalement, la réponse à cette agressivité commerciale de Donald Trump et de la Chine, pour la Commission européenne, c'est encore plus de libre-échange. Oui, mais avec les plaques géographiques et tectoniques tierces, donc l'Amérique du Sud et l'Inde, avec lesquelles on n'est pas dans un régime de prédation. Avec les États-Unis, on est dans une prédation digitale. C'est-à-dire que les États-Unis nous ont entièrement mangé notre système artériel, logiciel et digital. Et ça représente un déficit de la balance des services avec les Américains qui est gigantesque et qui ne fait que croître, qui représente 250, 300 milliards d'euros par an à l'échelle de l'Europe. C'est considérable. Avec la Chine, c'est la prédation industrielle. Avec l'Amérique du Sud, c'est complètement équilibré. Et avec l'Inde aussi. Donc là, on peut se permettre de rester libre-échangiste quand les termes de l'échange sont corrects, On ne peut plus se permettre d'être libre-échangiste avec des prédateurs. Donc face à Donald Trump, est-ce qu'il faut dire, on n'achète plus américain sur certains secteurs, notamment la défense, quitte à retomber dans un bras de fer commercial avec lui? Mais bien sûr, il faut faire avec lui exactement ce qu'il fait avec nous, de même qu'avec les Chinois. Il faut faire avec les Chinois ce qu'ils font avec nous. C'est eux qui nous ont imposé le nouveau protocole. Eh ben, on le reproduit. On a les moyens de ce bras de fer commercial? Ça demande du courage, mais en général, le courage paye. Dans un premier temps, il y a des punitions. Regardez Breton, Thierry Breton. C'est absolument sacrilège d'avoir osé faire ça. Mais il faut les Thierry Breton, donc l'ancien commissaire européen français, et qui ne peut plus aller aux États-Unis, du coup. Oui. Voilà. Enfin, je veux dire, c'est médiéval. Donc, oui, il n'y a pas de ticket gratuit. C'est quand même la guerre, quoi. Mais on est obligé d'en passer par là. Un mot sur la montée de l'extrême droite, que ce soit en Europe ou en France, le Rassemblement national qui a de fortes chances d'arriver au pouvoir dans les prochaines années si on en regarde les sondages, qui prône une baisse de l'immigration. Mais est-ce qu'on a besoin de l'immigration pour redresser cette économie française et européenne? Alors nos enquêtes sont très claires. On a interviewé une dizaine de milliers d'entrepreneurs. Un tiers disent avoir besoin d'immigration, de travail. Un tiers disent ne pas vraiment savoir. Et un tiers disent avoir été déçus par l'immigration de travail, par la qualité en particulier, et donc ne pas souhaiter y recourir à nouveau. Donc c'est très partagé. Bon, quand on visite les usines automobiles de Stellantis à Sochaux, vous avez 57 nationalités. Quand je rentre chez moi en Bretagne
et que je regarde dans les champs qui ramassent les cocos de Paimpol, ce sont des Sénégalais, hein, et donc il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. L'immigration de travail est inévitable. Et si on veut vraiment réindustrialiser la France, même si on met un maximum de robots, comme nos jeunes Français n'ont pas très envie de travailler dans l'industrie, il va bien falloir trouver des ressources. On ne peut pas tout vouloir. Les Français veulent la réindustrialisation souveraine, hein, mais leurs enfants n'ont pas envie de travailler dans l'industrie. Donc l'immigration de travail est probablement indispensable. Ensuite, il faut pouvoir la choisir. Voilà. L'immigration choisie, c'est la solution selon vous. Une dernière question peut-être plus personnelle. Le directeur général de BPI, de la Banque publique d'investissement, est nommé par le président de la République. Oui. Si jamais en 2027, c'est le Rassemblement national qui arrive à l'Élysée, est-ce que vous souhaitez garder votre poste ? Avec des si, on met pareil aux bouteilles, vous savez. Hein. Donc on verra bien. Mon mandat s'interrompt en février 2028, vous voyez. Donc c'est quasiment concomitant. Merci beaucoup, Nicolas Dufourcq, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Je représente votre livre qui s'intitule « La dette sociale de la France, 1974-2024 », une analyse en profondeur de la dérive des finances publiques françaises depuis 50 ans. Merci beaucoup d'avoir été notre invité.